Bonjour, je vais vous demander de faire silence, on va démarrer. Merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui pour cette rencontre scientifique, on reste dans les sciences mais on change un tout petit peu de registre puisqu'on reçoit Xavier Arnaud de Sarthe qui est géographe, directeur de recherche au CNRS à l'UPPA et qui veut nous parler d'un thème de l'actualité de plus haute importance qui mêle pas mal de matières et pas mal de domaines comme vous allez voir, qui est donc la transition écologique. Donc je lui laisse tout de suite la parole jusqu'à peu près 2h moins le quart, 2h moins 10. Après vous aurez des questions, enfin on verra comment tu doses l'ensemble, mais on se quittera à 2h moins 5 puisqu'il y en a qui ont cours après. Merci. Donc merci à toi, merci à vous de m'avoir invité. Et merci à vous d'être présent. Je suis particulièrement content d'être là, un peu fier aussi quand même de parler devant vous. Moi, je me rappelle du temps où j'étais lycéen et où j'étais à votre place, et je pense que voilà, je me vois aussi avec ces yeux-là. J'ai été lycéen, pas à Pau, mais à Tarbes, tout près d'ici. Et dans ma tête à moi, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Ce que je voudrais, c'est que vous compreniez que ce que je vais vous dire, je le sais déjà. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est vos réactions par rapport à ce que je vais vous dire. Donc on va laisser un temps... On a jusqu'à 14h, c'est ça? Moins 5. Donc on a à peu près 1 heure, on va dire. Je vais essayer de parler 30 minutes, 40 minutes, pas plus, pour prendre vos questions. Vous n'hésitez pas à poser des questions, évidemment vis-à-vis de moi, vis-à-vis de vos profs. Si vous posez une question que vous pensez bête, personne ne vous le reprochera, et de toute façon, elle ne sera jamais bête. Et quand même, c'est ce qui m'intéresse à moi, c'est de parler, de vous entendre à vous, parce qu'évidemment, ce que je dis, je le sais. Sinon, je ne le dirais pas. La première chose donc, du contrat qu'on passe entre nous, vous n'hésitez pas à poser des questions, sinon pour moi, ce n'est pas intéressant. Et la deuxième chose... Et vous pouvez poser des questions sur ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions sur le contenu de ce dont je vais parler, mais vous pouvez poser des questions sur le métier de chercheur, vous pouvez poser des questions sur le salaire que je perçois. Je veux dire, vous n'hésitez surtout pas à poser les questions que vous voulez. Moi, même si je me vois encore à votre place, je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dans votre tête, donc voilà, j'ai aucun problème à répondre aux questions que vous feriez. Et on considère que c'était un moment en dehors des moments de classe et un moment de rencontre et d'échange. Alors, je vais vous parler de 2 choses. La première, je vais vous parler des transitions et des changements globaux. Alors, je vais vous définir ce que c'est et on va parler de ça. Et ça va être, disons, le contenu de ce que je vous dis, le savoir que vous allez retirer de ce que je vais vous dire. Et on va parler d'autre chose qui est du métier de chercheur en géographie, parce que j'imagine que vous ne savez pas vraiment ce que c'est qu'un géographe. Si, bien sûr, vous faites de la géographie, mais quand moi j'étais à votre place, j'aurais jamais parié 1 centime que je ferais géographe un jour. J'ai eu 2 au bac en géographie. Alors c'était sur 10 à l'époque, donc j'ai eu 2 sur 10 en géographie. Et encore, je ne suis pas tout à fait sûr de ne pas avoir eu 1. J'ai eu 11 en tout à l'épreuve d'histoire géo. Et j'ai eu, voilà, et j'ai eu 9 en histoire et 2 en géo. Donc j'aurais pas parié 1 centime sur le fait que je deviendrais géographe un jour, parce que je savais pas vraiment ce que c'était que la géographie, en tout cas la géographie telle que je la pratique. Donc je vais vous parler de la géographie, et puis je vais vous parler du métier de chercheur. Pareil, quand j'étais en seconde, première ou terminale, ce qu'était un chercheur, je savais pas vraiment. C'était peut-être Marty McFly à la rigueur, non pas Marty McFly, le gars là, le doc dans Retour vers le futur, mais c'était à peu près toute l'image que j'avais du chercheur, donc je vais vous parler de ça. Et ces 2 discours, je vais les entremêler, et à la fin, je vais aussi vous parler de notre action en tant que citoyen et d'habitants de Pau. Vous allez voir, à la fin, je vais essayer d'arriver à Pau et de parler de qu'est-ce qui se passe à Pau et un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà, parce que dans le civil, je suis président d'une association qui s'appelle Écocène et je suis intervenu auprès d'un certain nombre d'entre vous. Vous pouvez lever la main ceux qui m'ont déjà vu en seconde? Voilà, pas beaucoup en fait. Et je vais réintervenir d'ailleurs la semaine prochaine ou dans 15 jours dans le cadre d'Écocène où j'approfondirai certaines choses que je vais dire. Voilà, mon introduction est finie. Je vous ai dit de quoi j'allais parler et je vous ai dit qui j'étais. Et maintenant, on va rentrer dans la présentation elle-même. Alors, les changements globaux, qu'est-ce que c'est?
On connaît tous, vous avez tous entendu parler du changement climatique, évidemment. Le changement climatique, c'est le changement global le plus connu, le plus fort. Peut-être le plus fort, disons, c'est un changement fort. Et c'est un changement qui est, Madame Le Treut peut-être ne validera pas, mais qui n'est pas très difficile à caractériser par rapport à d'autres changements globaux. Je vous dirai tout à l'heure que le changement climatique, au fond, c'est assez simple. Et pourtant, ça a donné lieu à d'énormes débats. Alors, mais parce que je pense qu'il y a d'autres changements qui sont beaucoup plus complexes, d'autres changements globaux, en particulier un dont vous avez entendu parler, qui est la disparition d'espèces, la crise de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition d'animaux, d'espèces d'animaux tous les ans, toutes les décennies, tous les siècles, mais à une vitesse très rapide. Et puis il y a d'autres changements dont je reparlerai après. Un changement global, en fait, c'est quelque chose qui a lieu, est provoqué à un endroit précis, mais a lieu partout dans le monde. Et il va toucher tout le monde, même si tout le monde n'est pas responsable du problème. La différence pour comprendre ça, c'est les problèmes environnementaux classiques, tels qu'on était habitué à les aborder quand moi j'étais au lycée. C'était simple, il y a une activité, l'activité génère un impact, et cet impact provoque un changement. Mais l'impact est à l'endroit où l'activité a eu lieu. Alors, par exemple, on construit une maison, on construit une autoroute, on construit ce qu'on veut, il y a un impact à l'endroit où on construit une autoroute, évidemment, il n'y a plus de... Parfois, c'était un peu plus large. Une usine explose, AZF en 2001 à Toulouse, il y a une usine qui a explosé. L'impact, il est plus large que les alentours de l'usine, mais il est à 10 km autour de l'usine. Années 80 en Inde, une usine qui fabrique des pesticides, je crois, connaît des graves problèmes, pollue l'eau, et il va y avoir une pollution qui va toucher tous les riverains de la rivière. Mais alors, les riverains de la rivière peuvent être à 2000 km de là, ils vont être touchés. Il y a eu l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Elle explose à Tchernobyl en Russie et les gens vont être touchés, même ceux qui habitent à 3000 ou 4000 km de Tchernobyl. En France, on va être touchés. Mais on peut faire le lien dans ces changements-là entre la cause et la conséquence. Et les gens qui sont touchés par le changement sont soit à proximité, soit reliés par un fleuve, soit reliés par des vents, comme dans le cas de Tchernobyl, mais sont touchés parce qu'il y a un lien entre eux et le changement environnemental. Le changement global, c'est quelque chose qui a lieu partout, pas avec la même force, et de manière déconnectée avec la puissance de l'impact. Dit autrement, ceux qui vont le plus souffrir du changement climatique, c'est les Africains. Or, c'est eux qui dégagent le moins de CO2, c'est-à-dire qui sont le moins responsables du changement climatique. Évidemment, vous pouvez comprendre, c'est là où il fait le plus chaud que le réchauffement va être le plus sensible et le plus dur. Et pourtant, s'il y a bien une partie du monde où ils ne sont pas responsables du changement climatique, c'est eux. Et pourtant, c'est eux qui vont en souffrir le plus. Et les changements globaux, c'est ça. C'est un changement qui touche tout le monde, pas avec la même force, et de manière indépendante de la génération du changement. Et ces changements sont tellement importants qu'ils nous imposent à nous, à tout le monde, mais en particulier à ceux qui génèrent les impacts, qui nous imposent de changer de monde, de changer de système de production pour inventer un nouveau système de production et pour inventer une autre manière de produire, de se déplacer, de vivre, pour minimiser ces impacts, qui est le moins d'impact possible, et pour qu'on puisse s'adapter aux impacts qui vont de toute façon avoir lieu. Et ça, cette manière de changer et de minimiser ces impacts, on l'appelle la transition. Et on dit il faut qu'on transitionne, qu'on devienne autre chose pour créer moins d'impact qu'on en crée aujourd'hui et pour créer moins d'impact et pour s'adapter aux impacts qui vont avoir lieu. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça les changements, les transitions écologiques. Transition écologique, c'est changer son... Voilà. Et ça, c'est la partie, donc, on va parler de ça, là, le fond. Et la partie forme, la géographie, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi la géographie peut étudier ça? En fait, la géographie, c'est la science, c'est une science, qui étudie les rapports entre les hommes, femmes et les milieux, c'est-à-dire entre les êtres humains et la nature. Je sais, il ne faut pas dire nature. S'il y a un prof d'écologie dans la salle, de biologie dans la salle, il va me dire qu'il ne faut pas dire nature, mais moi je dis nature. Et alors les écosystèmes, si vous voulez. Et il étudie les rapports entre les hommes et les écosystèmes. Donc, quand on parle
de changement, de problème environnemental, on est en plein dedans. Le problème environnemental, c'est l'homme qui intervient sur la nature et qui la modifie. Et les géographes, ils étudient ça. Moi, par exemple, j'ai fait ma thèse de doctorat en Amazonie sur le déboisement. Et j'ai travaillé sur les paysans qui déboisent. Un géographe, ça fait ça. Ça travaille sur des hommes qui transforment de la nature. Et donc la géographie, c'est une des sciences qui aborde les changements globaux, qui les aborde à la fois à les comprendre, à comprendre comment ils sont générés, et qui essaye de trouver des solutions. Parce que le plus important, c'est pas tellement de trouver les changements, mais de trouver les solutions. Alors les changements globaux, on précise un peu ce que c'est. Ah oui, je ne vous ai pas dit pour la prise de notes, mais là je vous habitue à l'université. Donc il y a très peu de choses qui apparaissent sur les transparents, et il faut que vous entendiez ce que je dis et que vous notiez ce que je dis. Ma fille, qui a assisté à un de mes cours il y a 15 jours, elle était paniquée. D'abord, elle trouvait que la récré était anormalement courte. Elle trouvait que comment ils font les élèves pour noter tout ce que je dis. Bon, mais ma fille, elle a 8 ans. Vous êtes... Donc ce n'est pas le niveau d'acculturation de ma fille, mais c'est quand même... il faut que vous vous habituez à ça. Et il faut que vous vous disiez que quand même pire que moi, il n'y a pas, parce que je ne suis pas enseignant, je suis chercheur. Donc normalement, je n'ai pas d'élèves en face de moi. Donc je ne suis pas du tout habitué à générer la prise de notes. Vous n'hésitez pas à me couper si vous ne comprenez pas, si je vais trop vite ou autre. Les changements globaux, donc il y en a trois principaux, trois qui nous préoccupent particulièrement, qui sont le changement climatique, connu. Celui-là, le changement climatique, il est dans la presse, vous en avez forcément entendu parler. Et si vous n'en avez pas entendu parler, il va y avoir la semaine prochaine mon intervention dans le cadre d'Écocène avec les secondes. Il y a la biodiversité, donc l'extinction d'espèces, et il y a l'alimentation. En gros, l'alimentation, ça consiste à dire qu'il y a de plus en plus d'humains sur Terre. On était 6 milliards au tournant du millénaire, en 2000. On est aujourd'hui 7 milliards et quelques, et on est prévu à 10-11 milliards à échéance fin de siècle. Alors, c'est pas grave en soi. La Terre, elle peut nourrir 10 milliards de personnes. Le problème, c'est que déjà, avec 7 milliards de personnes à nourrir, il y a des gens malnutris. Et pour produire, on est obligé de déboiser, de mettre des engrais, de mettre des herbicides, de transformer profondément les milieux, d'utiliser des tracteurs, et donc de participer à la génération des changements globaux. Pour 7 milliards, imaginez quand on sera 10 milliards, on sera obligé de faire 50% plus que ce qu'on a fait pour nourrir 10 milliards de personnes. Et comme en plus on aimerait qu'il y ait moins de gens malnutris, on est obligé d'augmenter la quantité de nourriture produite de manière importante. Or ça, on devrait pouvoir y arriver, ce n'est pas le souci, mais à quel coût environnemental, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est les 3 changements globaux les plus inquiétants et qui nous mobilisent le plus. Mais il y en a plein d'autres, des petits changements globaux du style la désertification, que je qualifie comme un petit changement global, mais aller dire ça aux Africains, la désertification, c'est un petit changement global, pour eux, c'est un problème majeur. Il y a les problèmes de l'eau. Alors l'eau, elle ne disparaît pas, mais les problèmes de pollution d'eau, qui sont tellement généralisés que ça devient des problèmes. Il y a l'érosion des sols. Il y a d'autres changements environnementaux globaux importants, mais pas aussi importants que ces 3-là qui sont majeurs. Et comment on fait sur les changements globaux ? Comment ils sont apparus ? Moi, quand j'ai été à votre place, le changement climatique, je peux vous assurer que j'en avais jamais entendu parler. Si une fois, vaguement, un prof de techno nous avait dit qu'il y avait changement climatique, et nous, on avait traduit ça veut dire qu'on ne pourra plus aller skier. Et le prof, à ce moment-là, a arrêté de nous parler de changement climatique parce qu'on n'arrivait pas à se représenter ce que c'était. Donc, il y a les changements globaux, ils sont apparus dans les débats, et on a commencé à s'en préoccuper parce qu'il y a des scientifiques qui ont posé des alertes, c'est-à-dire qui ont dit « Attendez, là, il se passe quelque chose, et cette chose est importante, et il faut qu'on agisse. » Et quand un changement global est identifié, il y a des groupes de chercheurs et d'experts internationaux qui sont constitués pour caractériser les changements globaux. Pour le changement climatique, le groupe, c'est le GIEC. Vous en avez sans doute entendu parler, le GIEC. En tout cas, s'il y a un des groupes dont vous avez entendu parler, c'est celui-là. Le GIEC, c'est ces experts qui se réunissent tous les
bon, ils se réunissent tous les ans, mais ils produisent un rapport tous les 6 ans, il me semble. Et dans ce rapport, ils disent, voilà, le changement climatique, aujourd'hui, on est sûr à 30% qu'il a lieu, il se traduit comme ça, il est dû à ça, et il va avoir tel et tel type de conséquences. Et ils disent ce dont ils sont sûrs et ce dont ils ne sont pas tout à fait sûrs, et donc ils donnent leur marge d'incertitude, ils disent, bon, on ne sait pas si ça va augmenter de 2 ou de 6 degrés, mais on pense que le plus probable est que si on fait rien, ça augmente de 6, si on fait un peu, ça augmente de 4, et si on fait énormément beaucoup tout de suite, ça augmente de 2 degrés. Mais voilà, ils disent ce qui risque de se passer, mais ils sont pas... ils disent, voilà ce dont on est sûr, et voilà ce sur quoi on n'est pas encore tout à fait sûr, ça dépend de plein de choses. Bon, le GIEC pour le climat, on en reparle dans 2 minutes. Pour la biodiversité, c'est un autre groupe qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment. Alors là, je peux vous raconter rapidement l'histoire du Millennium Ecosystem Assessment. Quand on a changé de millénaire, c'est-à-dire grosso modo quand vous êtes né, j'imagine, vous devez être de là, vous. Quand on a changé de millénaire, comme c'était important l'an 2000, donc on a dit, c'est un peu comme quand il y a une nouvelle année qui commence le 1er janvier ou une nouvelle année scolaire, on se dit, je vais prendre plein de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Alors vous, pour la nouvelle année, par exemple, vous n'aurez jamais de retard sur vos devoirs, vous desservirez la table, quand vos parents vous diront, viens, vous viendrez, des trucs comme ça. Eh bien, à l'ONU, ils se sont dit, pour le nouveau millénaire, on va éradiquer la pauvreté. On va permettre aux femmes de contrôler la fécondité. On va faire disparaître l'analphabétisme. On va faire que plus personne n'ait jamais faim. Puis ils ont créé un certain nombre d'objectifs, le genre de bonnes résolutions, et puis en se disant, ces bonnes résolutions, on va essayer de les tenir. Et donc ils ont mis en place un certain nombre de politiques. Et là, il y a un certain nombre de scientifiques qui sont arrivés, qui leur ont dit, les mecs, c'est super ce que vous avez dit, il n'y a pas de problème, mais si on fait tout ce que vous avez dit, la planète, elle va exploser. Parce qu'en fait, si on s'enrichit, si on produit les richesses nécessaires pour faire ce qu'on dit, ça veut dire qu'il va falloir transformer encore plus les milieux, la nature, parce que la richesse que l'on produit, on la produit, qu'on le veuille ou non, en transformant la nature. Et donc, si on continue avec le mode de production actuel, juste, c'est pas qu'on va éradiquer la pauvreté, c'est qu'on va éradiquer nos civilisations. Pas l'espèce humaine, mais nos civilisations. On risque de provoquer des changements tels qu'on va avoir l'effet inverse de l'effet produit, parce que la nature, elle n'arrivera pas à suivre. Donc ils sont allés voir les Nations Unies, leur ont dit là les mecs, il y a un truc qui ne va pas avec vos objectifs, ils sont super, il faut les tenir, mais si vous voulez les tenir, il faut changer de mode de production. Et donc, ils se sont mis à réfléchir là-dessus et à essayer de convaincre qu'il fallait changer de mode de production. Ce groupe s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment et maintenant il se réunit périodiquement et dans un groupe qui s'appelle l'IPBES. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, International Panel on Biodiversity and Ecosystem Services. Parce que donc, le panel, donc, le groupe interdisciplinaire de recherche sur les services écosystémiques et la biodiversité. Je ne vous explique pas ce que c'est, parce que c'est un autre débat. Et pour l'agriculture, même chose. Pour l'agriculture, quand on a vu les projections de la population mondiale, il y a des spécialistes d'agriculture qui ont dit non, là on a un problème, parce que si on continue à intensifier les rendements comme on les intensifie, juste ça ne va pas tenir. Et les milieux, ils vont être fatigués, ils vont s'arrêter de produire, on va polluer tellement qu'on ne va plus pouvoir boire l'eau, etc., etc. Donc ils se sont réunis en un groupe d'experts qui s'appelle l'IAASTD, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais sur les systèmes de production pour l'agriculture. Et chaque changement global donne lieu à son expertise. Si je traduis ça, en fait, en termes de à quoi sert la science et comment elle travaille, eh bien, le premier travail de la science, c'est d'identifier le problème. Le changement climatique, moi je vous dis, quand j'étais à votre place, c'est-à-dire dans les années 80, je ne savais pas ce que c'était, mais les scientifiques, eux, ils savaient ce que c'était. Parce que depuis, alors pas moi qui vais faire l'histoire, mais le changement climatique en sciences, ça apparaît les premières recherches dans les années 60, et à la fin des années 70, on commence à avoir une sacrée certitude sur le changement climatique, on commence à bien savoir à quoi il est dû. Un rapport de l'Académie des sciences des États-Unis de 1979 qualifie le changement climatique. Et voilà, comment nous est venue l'idée du changement climatique? Je vous raconte cette histoire rapidement. En fait, c'est des chercheurs qui ont ramassé qui se retrouvaient au pôle Nord, enfin au pôle Sud en l'occurrence, pour faire de la recherche. Au sud, oui. Et qui
n'avez pas grand-chose à faire quand vous êtes chercheur au pôle Sud, je vous assure qu'à part compter les pingouins. Et un des trucs qu'ils faisaient, c'était d'étudier la glace. C'était spécialiste de la glace. Et en étudiant la glace, ils se sont rendus compte que chaque couche de glace enregistrait la température qu'il faisait au moment où la neige est tombée, à l'époque. Donc, et qu'en fonction de la différence de structure dans la glace, on pouvait identifier la température. Et que quand la neige tombe, avant qu'elle devienne glace, il y a de l'air qui tombe avec la neige. Et que si on analyse l'air, on peut voir la teneur en CO2 de l'atmosphère. On peut savoir de quoi est composé l'air. Et que la glace au pôle Sud, il y a des kilomètres de carottes glaciaires, et que donc on peut remonter le climat sur plusieurs centaines de milliers d'années. Et les chercheurs, donc, ils se sont amusés à remonter le climat sur plusieurs centaines de milliers d'années, et ils ont vu les températures qu'il a fait pendant les 200 000 dernières années, et ils ont mis ça en relation avec le CO2 qui était dans l'atmosphère. Et puis à un moment, ils se sont rendus compte que plus il y avait de CO2 dans l'atmosphère, plus il faisait chaud à l'époque. Et ils se sont dit, tiens, il y a une corrélation entre le CO2 dans l'atmosphère et la chaleur. Alors, les deux phénomènes apparaissent en même temps, mais ça ne veut pas dire que l'un provoque l'autre. Ça peut être la chaleur qui provoque le dégagement de CO2 ou le CO2 qui provoque le dégagement de chaleur. On ne sait pas qui vient d'abord, la poule ou l'œuf. Un peu la même chose. Donc, ils ont réfléchi pour savoir ce qui venait d'abord. Et ils ont fait les hypothèses qu'il y a un changement climatique, enfin, qu'il y a un effet de serre, que le CO2, en fait, contribue à produire l'effet de serre qui donc contribue au réchauffement de la planète. Et ils ont fait des hypothèses qui montraient qu'avec tout le CO2 qu'il y a aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe avec tout le CO2 qu'il y a aujourd'hui? Les températures vont augmenter. Ils ont constaté que les températures augmentaient. Ils ont dit, oula, attention, il y a un problème. On identifie le problème, on crée une alerte. Ensuite, on démontre qu'il y a un problème. Donc, pour démontrer tout un travail de recherche phénoménal, la démonstration du problème en matière climatique. C'est un problème qui n'est pas très compliqué, mais pour le démontrer, c'est un énorme travail. Ça prend des décennies de recherche qui impliquent des centaines, des milliers de chercheurs pour démontrer qu'il y a vraiment un problème. Donc, dans toutes les dimensions du problème, parce que pour ce petit truc simple que je vous ai dit, le lien entre CO2 et température, c'est extrêmement complexe à démontrer. Il y a tout un tas de recherches. Et puis, il y a un énorme travail qui est mené. Donc, on démontre qu'il y a bien le problème. Ensuite, on l'explique. Donc, quand on l'explique, c'est là qu'on va chercher ce que je vous disais tout à l'heure sur l'effet de serre, c'est-à-dire que, tiens, mais s'il y a cette augmentation de température qui est liée au CO2, pourquoi le CO2 augmente la température? C'est à cause de l'effet de serre. Je ne vous raconte pas cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, vous tapez sur Internet ce soir effet de serre et vous l'aurez. Ensuite, on dit, parce que c'est une chose de dire les températures augmentent, mais c'en est une autre de convaincre les politiques, pour dire vite, que c'est un problème que les températures augmentent et que c'est pas... Parce qu'on pourrait dire, plus 1 degré, c'est pas grave, il fait un peu plus chaud. Plus 2 degrés, c'est pas très grave, c'est un peu plus chaud. Mais ce qu'il faut montrer, c'est à quel point notre monde est dépendant des températures et à quel point, si on a cette augmentation, ça va créer des problèmes et à quel point cette augmentation, comment elle est en train de se passer, comment elle est en train d'augmenter, comment elle est en train de progressivement rentrer dans transformer comment le climat est en train de se transformer avec ça. Donc, et c'est montrer tout ça et convaincre les politiques que c'est important. À partir du moment où on a montré que c'était important, on va se heurter à un problème qui est répondre aux critiques. Parce que, je vous ai dit, premier rapport sur le changement climatique, 79, produit par l'Académie des sciences des États-Unis. Ça n'a pas provoqué des mois particuliers. Fin des années 80, on commence à créer, début des années 90, à créer les institutions qui sont là pour gérer le climat. Bon, on se dit encore une institution, un grand machin des Nations Unies pour gérer le climat qui le fasse. Et quand progressivement, les gens qui font les scientifiques qui travaillent sur le changement climatique disent en fait le changement climatique c'est lié au CO2, mais en fait le CO2 c'est une autre manière de parler du pétrole et de parler du charbon et de parler du gaz, c'est-à-dire de parler des énergies fossiles. Là vous avez un ensemble de personnes qui ont commencé à comprendre que le pétrole c'était
le cœur de notre société. Essayer d'imaginer aujourd'hui une vie sans pétrole, c'est assez difficilement imaginable. Et donc ça veut dire pas de voiture, ça veut dire changer tout un tas de choses. Et puis, donc ça devient, imaginer un monde sans pétrole, ça devient difficile à penser. Mais pour nous, c'est difficile à penser. Pour d'autres, ça veut dire perdre une source d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le pétrole. Les compagnies pétrolières, les États qui vendent le pétrole. Et à partir de là, il y a des gens qui ont commencé à dire ils nous font rigoler avec leur changement climatique. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de remettre en cause notre business, notre activité économique. Mais c'est inimaginable, c'est inadmissible, on ne veut pas. Et donc, ils ont commencé à dire c'est n'importe quoi leur histoire de changement climatique. Et fin des années 90, début des années 2000, on voit arriver des contestations extrêmement fortes et extrêmement violentes du changement climatique, où tout un tas de scientifiques disent non mais en fait c'est pas vrai ce qu'ils disent les autres scientifiques sur le changement climatique, c'est n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de changement climatique, etc. Parce que pour certains, il faut imaginer un monde différent et c'est très dur d'imaginer un monde différent. Et pour d'autres, il faut accepter de perdre de l'argent, ou en tout cas de ne plus en gagner. Et donc, ils n'ont pas du tout envie. Donc, il y a eu beaucoup de contestations. Et les scientifiques ont passé une énergie terrible, énorme, à convaincre, répondre aux critiques et dire non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas de changement climatique, il y a vraiment changement climatique, et répondre à toutes les critiques qu'on leur fait. Et ces critiques, les journalistes, ils adorent. Parce qu'en fait, ça leur permet de faire des débats. Vous avez d'un côté le GIEC, 3500 scientifiques qui travaillent pendant 20 ans pour démontrer qu'il y a un changement climatique, et à côté, un chercheur qui arrive et qui dit « Ah non, en fait, votre changement climatique, c'est pas vrai, parce que la courbe, là, tout le monde voit bien que cette courbe, elle a été mal faite, donc si cette courbe est mal faite, tout ce que vous dites est faux. » Autant, scientifiquement, c'est inacceptable une réponse comme ça, autant, quand vous passez au journal télé de 20 heures ou dans une émission où vous présentez chacun des arguments, chacun a 1 minute pour parler, ben, ça passe bien. Et du coup, s'installe dans l'opinion l'idée qu'il n'y a peut-être pas vraiment de changement climatique. Donc les scientifiques doivent faire tout un travail pour démontrer qu'en fait, si, il y a vraiment changement climatique. Et les années 2000 ont été consacrées en grande partie à ça. Et c'est seulement, je pense, depuis quelques années, depuis 2012, que moi, je perçois que quand je fais des présentations sur le changement climatique, il n'y a plus des gens qui me disent « En fait, ce n'est pas vrai le changement climatique ». Il y a plutôt des gens dans la salle qui me disent « Oui, mais pourquoi on n'agit pas plus pour lutter contre le changement climatique ?» Et ça fait quelques années seulement que c'est absolument démontré, qu'il n'y a plus de doute dans le débat public, alors que pour les scientifiques, depuis 1979, le rapport de l'Académie des sciences des États-Unis, il y a assez peu de doute sur le phénomène, pour les scientifiques de manière générale. Donc, poser une alerte, c'est répondre aux critiques. Et ensuite, c'est préciser encore et encore le problème. Du coup, les chercheurs, comme ils devaient répondre aux critiques, ils en ont profité pour être encore plus précis dans la manière de répondre aux problèmes. Là, je vous mets une image d'une modélisation de la Terre. Et comme ça, ils précisent encore plus. Donc, ils peuvent dire le changement climatique, ça va être tant de degrés. À tel endroit, ça va être comme ça. À tel endroit, ça va être comme ça. En Aquitaine, par exemple, il y a un groupe de travail qui montre qu'est-ce que va être le changement climatique en Aquitaine et qui essaie de préciser qu'est-ce qui va se passer précisément, etc., etc. Et pourtant, tout ce que je vous ai dit là, dans le travail d'un scientifique, c'est censé être seulement le début. Parce que c'est tout à fait en bas. Ce qui compte quand on pose une alerte, c'est certes d'alerter, mais c'est surtout d'essayer de trouver la solution. Parce que c'est finalement... c'est à la rigueur plus facile de créer une alerte que de trouver une solution, parce que après, il faut essayer de se dire, bon, mais s'il y a changement climatique qui est dû à l'extraction, en particulier d'énergie fossile, et qui est dû il faut trouver un monde sans énergie fossile. Comment on invente un monde sans énergie fossile? Alors là, bon courage. Et au fond, on ne sait pas bien, parce que quand on se met à essayer d'imaginer un autre monde, on sort du domaine purement scientifique, et on se met à se dire d'abord, on ne sait pas trop comment faire, parce que personne ne peut arriver en disant « Voilà, la solution c'est celle-là, vous êtes gentils, maintenant tous vous appliquez la solution ». On n'est pas sûr que la solution ça soit celle-là. Et puis même si la solution c'est celle-là, comment on fait pour mettre en œuvre la solution comment on fait pour éviter d'utiliser de dégager des énergies fossiles? C'est extrêmement complexe. Donc on ne sait pas. Donc on essaye, on imagine, tiens, tel type de solution, qu'est-ce que ça pourrait donner, tel type de solution, qu'est-ce que ça pourrait donner. On imagine ce qu'on pourrait faire et ensuite on teste un peu.
Et puis, on se dit qu'une solution n'est jamais neutre, c'est-à-dire que, quelque part, quand on propose une solution, derrière, ça reste toujours subjectif. Et parfois, on peut proposer des solutions qui sont conformes à nos intérêts parce que on croit plus à ça qu'à ça, ou parce que des gens nous payent pour dire ça serait bien que tu dises que la solution, c'est la technologie que moi j'ai à vendre, comme ça je pourrais vendre ma technologie. Et du coup, quand on essaie d'imaginer autre chose et d'imaginer le moyen de faire des transitions, on rentre dans un monde où l'incertitude est extrêmement forte et extrêmement présente. Donc nous, les scientifiques, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne sait pas, on imagine ce qui pourrait être fait. On n'est pas les seuls à imaginer, mais on fait partie de forces de proposition. Et le GIEC, maintenant, le GIEC, donc les gens qui travaillent sur le changement climatique, a un groupe qui est spécifiquement consacré à imaginer des solutions, à imaginer un monde différent. Quand on ne sait pas, quand on a essayé des trucs, on teste ce qui est essayé. Et on dit oui, telle technologie ou telle solution, c'est pas mal, ça permet de réduire le changement climatique au lieu d'avoir un changement à 2 degrés, on va avoir un changement à 1,99 degrés. Donc c'est pas mal cette technologie-là, elle permet de réduire de 0,01 degré le changement. Il suffit d'en trouver 1000 comme ça et c'est bon. Enfin 100 en l'occurrence. Mais bon. Donc on teste et on évalue l'efficacité du machin qu'on invente. Et comme une solution n'est jamais neutre, on rentre dans le débat politique, et là, on devient, nous les scientifiques, autant pour démontrer des choses et débattre sur les choses que l'on démontre, on est bon, autant pour intervenir dans la politique, c'est un autre métier, et pourtant, il faut qu'on y aille parce que ce qu'on montre est politique. Quand on dit qu'il faut utiliser beaucoup moins d'énergie fossile, on rentre dans la politique et on commence à rentrer dans des rapports de force et à dire il faut préconiser des actions et on devient des acteurs politiques. Du coup, on devient critiquable comme tout acteur politique, c'est normal. Et la géographie là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, je vais commencer le dernier, non, je regarde par le premier. On regarde comment, qu'est-ce qui produit ces changements, c'est-à-dire comment l'homme est responsable du changement climatique. Alors pas tellement de manière générale, mais on regarde comment on a organisé les espaces, comment on a construit les villes en Europe, comment on a construit les réseaux de transport, et on dit l'espace tel qu'il est organisé, il est lui-même générateur de changement climatique parce qu'on occupe beaucoup d'espace, donc on a besoin de beaucoup de transport pour se déplacer. On a choisi tel type d'énergie plutôt que tel autre, donc pour se chauffer, donc on est en partie responsable de ça. On regarde comment l'économie est fondée sur l'accès aux ressources et donc comment on mobilise comment on a décidé d'utiliser dans la nature certaines choses et pas d'autres, et que les choses qu'on a utilisées sont des choses qui provoquent plus de changement climatique que d'autres. Donc on travaille sur ces choses-là, comment l'homme, dans la manière dont il transforme la nature et dans la manière dont il organise, il accentue, il provoque les changements. On fait beaucoup de diagnostics de cet ordre. On travaille sur les manières d'organiser l'espace, c'est-à-dire on dit puisque c'est la manière d'avoir construit les villes comme ça qui provoque le changement climatique, enfin qui est une partie évidemment, une partie dont on essaie d'avoir l'impact qui provoque le changement climatique, on dit il faut réorganiser les villes, il faut se dire réorganiser les régions, réorganiser les transports, on fait tout un tas de préconisations de cet ordre. Et puis, on étudie pourquoi c'est très difficile de mettre en œuvre les réformes de changement climatique, parce que y a des rapports de force géopolitiques entre les pays, parce que tel pays, lui, il va être très dépendant du pétrole, donc il ne va pas avoir envie de trouver une solution. Tel autre pays, il va être très... son organisation, les choix d'organisation spatiale qui ont été faits sont très larges. Les États-Unis, typiquement, c'est un pays qui utilise beaucoup d'espace, parce que le rêve, c'est d'avoir une maison individuelle, la voiture est extrêmement présente, le pays est très grand, etc. Et donc, eux, ils vont avoir aussi assez peu intérêt à changer, alors que d'autres pays, eux, vont avoir plus intérêt à changer. Et donc, on étudie comment chaque pays se positionne et comment il rentre dans les négociations climatiques et comment on pourrait essayer de convaincre tel pays de venir en lui disant toi, tu as gagné ça si
si tu rentres dans le changement climatique, etc., etc. Et on rentre dans ces débats sur à quoi il est dû, pourquoi on ne fait rien et comment on pourrait faire autrement. On participe à ce monde-là. Voilà, ceci étant dit, je vous ai dit que on ne sait pas quel est le futur et on ne sait pas ce qu'il faut. On n'a pas, personne, si un jour vous voyez quelqu'un qui vous dit pour résoudre le changement climatique, il faut faire ça, pour résoudre la crise de la biodiversité, il faut faire ça, ben, dites-vous qu'il y a un problème. On ne sait pas. Ce qu'il faut faire, c'est une multitude de choses et on a une grosse incertitude. Mais dans les incertitudes, on a, disons, 4 grandes possibilités qui nous permettent d'organiser les débats entre nous. 4 grandes manières d'imaginer le monde de demain. Et à partir du moment où on a été capable d'imaginer le monde de demain, on va essayer d'imaginer les solutions pour arriver au monde de demain. Ces 4 manières ont été produites par le groupe d'experts dont je vous parlais tout à l'heure sur la nature, sur la biodiversité, le Millennium Ecosystem Assessment. Ceux qui ont dit c'est très gentil votre histoire de réduction de la pauvreté, vos bonnes résolutions de l'an 2000, mais si vous voulez les mettre en œuvre, il va falloir changer les modes de production. Eux, ils ont proposé 4 grandes voies de changer les modes de production. Et ils ont dit ces 4 grandes manières, elles sont organisées selon des graphes. Ce qui va être de ce côté-là, ça va être les gens qui disent bon, mais on ne va pas éviter les changements, le changement climatique, la crise de la biodiversité, on ne va pas l'éviter, on va se contenter d'essayer de réagir par rapport à elle. Et ceux qui sont de ce côté-là, c'est plutôt les gens qui disent non, il faut faire quelque chose, il faut essayer de modifier ce que je vous dis depuis le début, nos modes de production, de faire des transitions, etc. Donc à gauche, ceux qui laissent venir et qui se contentent de s'adapter, et à droite, ceux qui essaient de faire autre chose, et en bas, ceux qui disent chaque territoire, chaque ville, chaque département, chaque région doit essayer de trouver sa solution à elle, et puis c'est la multiplication des solutions qui fera la solution globale ou qui la fera pas. Et en haut, ceux qui disent non, les mecs, il faut qu'on se mette tous ensemble autour de la table et qu'on trouve tous ensemble les bonnes solutions et qu'on négocie pour trouver les bonnes solutions. Donc vous voyez, il y a 4 grands scénarios selon que on fait quelque chose, on fait rien, on se contente de s'adapter, ou on prépare, et selon que l'on pense d'abord à soi, à son territoire, ou que l'on essaie de trouver la solution tous ensemble. Alors dans ces 4 solutions, on va les prendre en escargot, et on va tourner comme ça. Donc on va commencer par la première, ici, ordre par la force. Excusez-moi, elle est en anglais, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celle en anglais, mais ce n'est pas grave. Ordre par la force, vous ne la voyez pas très bien, j'imagine, mais ce que l'on voit, c'est une personne ici, habillée avec des haillons, visiblement maigre, malnutrie, sans cheveux, qui est sur un sol nu, mais c'est-à-dire une espèce de terre apparente, avec un ciel sombre. Ça nous représente en gros les pauvres, qui mangent mal, je vous ai dit, problème d'alimentation si on fait rien, et qui vivent, en plus d'être pauvres, vivent dans un environnement dégradé, et vivent dans un environnement où il fait chaud, où il n'y a pas de nature, il n'y a pas d'arbres, etc. Et de l'autre côté, vous avez un bonhomme en costume qui se protège du soleil avec des lunettes de soleil, vit en ville et boit du vin, c'est-à-dire a tellement d'aliments mange tellement bien, qu'il peut se permettre de consacrer des terres à la production de vignes, à la production de vin, au lieu de les consacrer à produire de l'énergie. Lui, il crève de faim, lui, il produit du vin. Et ça, en gros, ça nous dit... Et puis, qui les sépare? Un mur qui permet de séparer les deux... permettre, c'est un peu exagéré, mais qui sépare les deux, parce qu'évidemment, lui, qui vit mal, ce qu'il va avoir envie, c'est d'aller vivre chez lui, qui vit bien. Et donc, pour éviter, parce que comme il n'y a pas de quoi accueillir tout le monde ici, pour éviter qu'il se déplace, on construit un mur. Ça, c'est le scénario 1. Évidemment, vous voyez, quand on dit on laisse venir les changements, on ne fait rien contre, donc les changements ont lieu, et on pense localement, si on joue chacun pour soi et qu'on laisse venir le changement climatique, ce qui va se passer, c'est que les riches d'aujourd'hui qui vivent dans des environnements qui vont être moyennement touchés par le changement climatique vont pouvoir continuer à vivre tels qu'ils vivent, mais alors les autres qui sont déjà pauvres et qui vivent dans des environnements dégradés, ça va chauffer pour eux, ça va chauffer pour les Africains, ça va chauffer pour
tous les gens qui vivent en bord de mer, et vous savez qu'en Asie, il y a énormément de gens qui vivent en bord de mer, plusieurs centaines de millions de personnes, et qui donc, si la mer monte, eh ben, ça va être très chaud pour eux. En fait, ce scénario, c'est le scénario qu'on veut éviter. Personne ne pense sérieusement à ce scénario, sauf évidemment Donald Trump avec son mur, ou sauf, c'est toujours facile de critiquer Donald Trump, donc regardons l'Europe, sauf peut-être l'Europe avec sa mer Méditerranée, quand on refuse d'accueillir les migrants, quelque part, on a fait bien un mur entre les pauvres et les riches. Sauf qu'aujourd'hui, les pauvres, ils viennent pas chez nous tellement à cause du changement climatique, ils viennent chez nous plutôt parce qu'ils sont pauvres ou parce qu'ils sont en guerre. Et voilà, et on ne les laisse pas venir. Et si on continue comme ça, c'est ce qui risque de se passer. Donc, c'est le scénario qu'on veut éviter. C'est le scénario auquel aucun scientifique ne pense véritablement. Mais vous avez des hommes politiques qui l'imaginent. Vous en avez au pouvoir, qui ont été élus sur un programme qui consistait à construire un mur, et quand même du plus grand pays du monde. Et c'est ce qui risque de se passer si on ne fait rien. Du coup, les trois autres scénarios, les trois autres manières d'imaginer le futur, sont des scénarios de rupture qui disent on ne veut pas ce monde-là et on veut imaginer autre chose. Donc du coup, quand les scientifiques ils ont construit leurs 4 scénarios, ils ont mis celui-là pour faire peur et pour servir de scénario repoussoir. Alors qu'est-ce que c'est imaginer autre chose? Le premier, c'est celui-là. C'est en partie ce qui existe aujourd'hui. Ça consiste à dire, bon d'accord les gars, il y a eu changement climatique, ça a chauffé chez vous ne pouvez plus y habiter, mais c'est pas grave, on vous accueille. Venez vivre avec nous en Europe. Voilà. Ou alors vous, ben oui, vous avez faim parce que vous ne pouvez plus produire d'aliments parce que les sols ont été détruits ou parce qu'on vous demande de ne pas produire parce que si vous produisez, vous allez augmenter le changement climatique. Eh bien, c'est pas grave, on vous envoie de la nourriture parce qu'à tel autre endroit, on en produit trop, on en a trop et on échange avec vous. C'est un peu un système où on se dit les humains sont intelligents, ils sont capables de dialoguer et de trouver ensemble des solutions aux problèmes que les humains ont eux-mêmes posés. Bon. Il n'y a pas besoin d'être fort en histoire pour comprendre que dans le passé, ça s'est rarement passé, où les humains se mettent à collaborer ensemble pour essayer de trouver ensemble des solutions aux problèmes. Mais c'est ce qu'on peut imaginer. Et un certain nombre d'éléments nous disent, même si c'est peu probable, il faut le faire parce que ça va nous permettre d'éviter ça. Et il faut absolument qu'on parle de climat, il faut absolument qu'on échange, il faut absolument qu'on dialogue, parce que si on ne le fait pas, c'est ça qui va se passer. Et pendant longtemps, les conférences internationales, type les COP, vous savez, les conférences des partis, type les sommets comme le sommet de Rio de 2012, les endroits où dans le monde entier, tous les présidents de la République et leurs diplomates se retrouvent pour parler de nature, d'environnement, de climat, de biodiversité, eh bien, même si ça débouche sur rien, ce rien, il est mieux que de ne pas en parler, parce que si on ne fait rien, c'est ça qui va se passer. Et au moins, la négociation, elle permet d'essayer d'éviter ce monde-là en essayant de trouver des réparations, au moins pour ceux qui sont touchés. Mais il y a plus. Ce qui nous intéresse, en fait, nous, c'est que ces dialogues permettent non seulement d'éviter ça, mais permettent de mettre en œuvre ça, d'imaginer un monde différent dans lequel on réagirait par rapport aux changements globaux et on essaierait d'inventer un monde différent. Mais là, on n'est tout de suite pas d'accord, parce que quand on parle du futur, il y a ceux qui, dans le futur, veulent être ça et ceux qui veulent être ça, et entre eux, il y a parfois des positions très difficilement réconciliables et assez opposées. Et je vais vous présenter les deux grandes options. En gros, il y a ceux qui disent ici, demandons à la science et aux technologies de trouver des solutions et faisons confiance à nos scientifiques. Moi, en tant que scientifique, je vous dis, ne nous faites pas trop confiance quand même, mais il y en a qui disent, faites confiance aux scientifiques, et les scientifiques, c'est eux qui ont posé les problèmes avec leur technologie. Pas de problème, ils vont vous résoudre les problèmes. Et puis, il y a ceux qui disent, non, ça ne va pas du tout cette histoire. Essayons de penser à chacun l'autonomie de l'endroit où on est, de polluer tous le moins possible, de tous transformer le moins possible les milieux. Et si on fait tout ça à la surface de la Terre, eh bien tous, on va changer le monde. L'idée, c'est penser local, penser global, agir local. Vous voyez, il y a eu un documentaire qui s'appelle Demain, qui montre ces solutions-là. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont dans ce sens-là. Et les deux, en fait, ils imaginent des mondes très différents. Vous voyez, là, cette image, la personne qui est représentée, c'est une femme, parce que les femmes, femme avec des lunettes qui travaille des ordinateurs. Vous savez, l'idée de... il faut que l'ingénieur, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de compétent, qui
utilise un ordinateur, et l'ordinateur, on voit qu'il contrôle ce qui se passe dehors. Et dehors, il y a les panneaux solaires, l'agriculture sous serre et les éoliennes qui sont installées ce qu'on appelle en série, en ligne. Il y a, au Sahara, c'est l'endroit le mieux pour produire de l'énergie solaire, a priori oui. Eh bien, on va mettre plein de panneaux solaires au Sahara, et puis l'électricité, on va la produire là, et puis ensuite, on va construire des grosses lignes à très haute tension pour faire venir l'électricité en Europe. Ou, à tel endroit, il y a vachement de vent, eh bien, on va mettre plein d'éoliennes, et comme ça, on va permettre d'organiser les échanges. Et puis, à tel endroit, on peut produire plein de céréales, dans la Pampa argentine, dans le bassin parisien, dans le bassin aquitain, eh bien, on va en produire encore plus, on va augmenter les rendements pour qu'ensuite, on puisse donner l'argent aux endroits où on peut, enfin, donner à manger aux endroits où on peut moins. Donc, c'est à la fois, on pense la solution à l'échelle globale et on coopère pour échanger. Ce n'est pas la solution que je préfère parce que je me dis, c'est comme demander, enfin, c'est le pompier pyromane en gros. C'est-à-dire on demande aussi à la technologie qui a provoqué les problèmes de résoudre les problèmes que la technologie a posés. A priori, logiquement, il y a un truc qui ne va pas. Et on se dit, ben, peut-être que la solution qu'on va trouver aujourd'hui aux problèmes qu'on a provoqués hier, ben en fait, c'est rien d'autre que les problèmes qu'on aura à résoudre demain. Parce que, on commence à le savoir, toute technologie résout des problèmes et en pose d'autres. Et donc, on se dit, la solution d'hier au problème, la solution d'aujourd'hui au problème d'hier est sans doute la génératrice des problèmes de demain. Alors, bon, j'aime bien, même si, au fond, je pense qu'il faut de l'innovation technologique, et même si je travaille pour faire de l'innovation technologique, je ne suis pas dupe, quoi. Je sais bien que ça va nous poser plein de problèmes. Du coup, ça va vous donner plein de travail dans le futur. Il va y avoir ceux qui vont inventer les technologies et ceux qui vont résoudre les problèmes inventés par les technologies. Et après, il y a l'autre solution. Mais l'autre solution, j'y crois pas beaucoup plus. L'autre solution, ça consiste à dire, je vous ai dit, pensons l'autonomie des territoires et chacun va essayer de trouver des solutions. Donc là, vous voyez, vous avez un homme qui a un panier sous le bras, qui donc est un agriculteur. On imagine que c'est un agriculteur. Derrière, on voit des champs, mais on voit des champs qui ne sont pas du tout comme là sous serre, mais qui sont diversifiés avec une haie, avec... bon, on se dit c'est de l'agriculture plus agroécologique, ou pour vous dire l'agriculture biologique, pour le dire très vite. Et vous voyez, il a des pommiers, enfin, voilà, il a une éolienne, il a des panneaux solaires, il a une maison ici que, quand on voit la maison, on se dit, tiens, elle doit être bioclimatique, cette maison. Donc, en fait, il a des technologies comme ici, mais ces technologies, il les associe les unes aux autres pour essayer de tirer au maximum le profit de ce que son écosystème est capable de faire. Et ensuite, il va essayer d'avoir le moins d'impact possible. Et voilà. Et quand il produit plus, parce qu'il a un territoire qui lui permet de produire plus, il va échanger avec ceux qui, eux, n'y arrivent pas. Et puis ils vont dire, bon, toi, tu es meilleur quand même en production d'électricité, très bien, je t'envoie de l'électricité, mais moi, je suis meilleur en production de céréales, ben, très bien, je t'envoie des céréales. Un peu comme là, sauf que là, la priorité, c'est d'abord que chacun est autonome et il échange les surplus, alors que là, c'est chacun produit des surplus et on organise un échange planétaire. Alors évidemment, ce que je vous disais, personne n'est... La solution, elle est nulle part. J'avais prévu au début de parler beaucoup plus longtemps, mais la solution, elle est quelque part au milieu, quelque part entre ces trois solutions. C'est-à-dire, elle est à la fois de dialoguer, c'est extrêmement important de dialoguer, elle est à la fois de la technologie, parce que la technologie a des capacités de résoudre un certain nombre de problèmes importants, c'est-à-dire à commencer par transformer les moteurs à essence en moteurs électriques, et puis à la fois parce que penser l'autonomie territoriale, c'est quand même très important que chaque territoire essaye de réduire au maximum ses impacts, que chacun d'entre nous, on essaie d'avoir une action. Mais ça ne sera jamais suffisant, et ce n'est pas parce que vous décidez de réduire vos actions que vous allez sauver la planète, mais vous pouvez y participer. Mais vous y arriverez d'autant mieux que vous serez aidé par la technologie, et vous y arriverez d'autant mieux qu'on sera nombreux à le faire. Bon, évidemment, cela, on aimerait ne pas les voir,
mais ils sont là quand même et ils font partie de la carte. Voilà, j'avais plein d'autres diapos, mais au fond, j'ai fait passer le temps et ce qui m'intéresse plutôt, c'est de parler avec vous de ça et de... Voilà, oui, juste pour lancer le débat, par exemple, imaginez ce monde quelque part par là, ben ça commence à avoir lieu et je trouve qu'une partie intéressante de mon travail aujourd'hui, c'est de participer à ça, à inventer ce monde et par exemple, je le fais avec la ville de Pau. Je ne dis pas ça pour faire de la pub pour la ville de Pau, mais vous avez vu qu'il y a des travaux dehors. Les travaux, c'est pour le trambus. Vous n'avez pas vu, mais il y a d'autres travaux qui se préparent et il y a plein d'actions qui commencent à être menées par la ville de Pau pour changer un certain nombre de choses par rapport au climat et pour participer à une transition énergétique. Alors je vous explique rapidement comment la ville de Pau conçoit les choses pour vous préparer pour vous donner un exemple concret de ce qui est fait. En gros, la ville de Pau, elle dit, il y a un problème de transport, eh bien, je vais essayer de réduire la place de la voiture en mettant un bus et un bus efficace. Parce que l'idée, c'est pas de vous dire, ah, c'est bon, vous arrêtez avec la voiture, vous allez prendre le bus. L'idée, c'est qu'il faut que le bus soit mieux que la voiture. Vous prendrez le bus, pas parce que vous êtes persuadé qu'il vaut mieux prendre le bus, mais parce que ça ira plus vite d'aller de chez vous au lycée si vous y allez en bus que si vous y allez en voiture. Donc, il y a l'idée d'inciter les gens en proposant quelque chose de mieux et donc de construire un bus comme celui qu'ils sont en train de construire, qui est un bus qui va être pas pris dans les bouchons parce qu'il va être sur des lignes qui lui sont réservées. Voilà. Et comme le dégagement de CO2 produit du gaz à effet de serre qui produit le changement climatique, on va essayer de faire un bus qui ne dégage pas de CO2. Et pour ça, ils ont décidé de mettre en place un bus qui est un bus à hydrogène, c'est-à-dire où son moteur ne fonctionnera pas avec du pétrole, mais fonctionnera avec de l'hydrogène qui lui-même, avec une pile en fait, qui fonctionne à l'hydrogène, qui est construit l'hydrogène à partir de panneaux solaires, c'est-à-dire en dégageant pas de CO2. La ville de Pau, elle a une autre idée, elle dit, puisque le problème c'est le chauffage et le pétrole qu'on utilise pour se chauffer, on va isoler des bâtiments. Et ils ont obtenu de l'argent pour isoler les bâtiments du quartier Saragosse. Il y a tout un travail qui va être fait sur le quartier Saragosse. Pourquoi le quartier Saragosse? Parce qu'il y a énormément de gens qui vivent là, donc on peut toucher beaucoup de gens avec une seule action. Et puis ensuite, ils vont distribuer des aides pour isoler les maisons individuelles, etc. Ils vont se dire, puisque le problème c'est le chauffage, eh bien, on va essayer de changer la source du chauffage et d'utiliser la chaleur qui est produite à l'usine d'incinération des déchets, produire une autre chaleur en allant faire de la géothermie profonde à 5000 mètres, c'est-à-dire en utilisant de la chaleur qui vient du sous-sol, et puis en faisant des systèmes de chauffage collectif pour, là encore, le quartier Saragosse. Et puis, puisque le problème, c'est l'extension de la ville, eh bien, on va essayer de lutter contre l'extension urbaine en disant, non, désolé, Sauvagnon, vous avez assez grandi, on ne veut pas que vous construisiez de nouvelles maisons. Voilà, et ils essaient d'imaginer tout ça. Et puis, pour que ça ait lieu, pour que les gens comprennent pourquoi ça a lieu, eh ben, il y a des gens qui sont là pour expliquer, etc., etc. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre le truc. Et puis, c'est des solutions particulières, mais c'est infiniment mieux ça que d'autres. Évidemment, il ne faut pas une ligne de bus, il en faut 4, 5, 6, enfin, il faut. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que les bus qui soient à l'hydrogène, il faut qu'il y ait tous les véhicules qui soient à l'hydrogène. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait que Saragosse qui soit isolé, il faut qu'il y ait tout le monde qui soit isolé. Évidemment, il faut que la géothermie, ça ne soit pas que pour Saragosse, il faut que ce soit pour tout le monde, etc., etc. Mais déjà, par rapport à ce qu'il y avait il y a 5 ans, ça dessine autre chose. Et vous voyez bien que ce qu'imagine la ville de Pau, c'est quelque chose qui est à la fois pensé pour la ville de Pau, qui pense son autonomie, qui pense polluer moins, et puis quelque chose, enfin, polluer moins, avoir moins d'impact, et puis quelque chose qui utilise les technologies, l'hydrogène, la géothermie profonde pour faire la chaleur, tout ça, c'est des solutions technologiques lourdes. Et la ville de Pau travaille là-dessus, et c'est évidemment pas la seule, et c'est pour ça que je ne le dis pas pour faire de la pub à la ville de Pau, parce que beaucoup de villes en France aujourd'hui font ça, parce qu'elles sont obligées de le faire, parce que l'État français s'est engagé à la COP 21 à Paris à réduire son impact, le changement climatique.
Donc il s'est engagé, et pour s'engager, il a demandé aux villes de s'engager, et puis voilà.